Il faut dire que l'idée qui nous habite, c'est de clarifier la posture du candidat du RDPC à l'occasion de l'élection présidentielle de 2025. Un fait majeur émerge. Le candidat du RDPC, M. Paul Biya, a décidé de voyager pour aller hors du pays quelques jours seulement avant le lancement officiel de la campagne électorale. Pour quelles raisons nous ne sommes pas dans son environnement proche. Mais nous pouvons imaginer que des questions de santé et autres, il faut le dire, il a 92 ans, bientôt 93, parce qu'il est né le 13 février 1933. Donc il a bientôt 93 ans. Donc il a travaillé pendant longtemps. Il arrive qu'il se rende en Suisse pour des soins et autres. À la veille d'une élection présidentielle, c'est tout de même intriguant. Nous avons subodoré que si cela dépendait radicalement de lui-même, peut-être qu'il n'aurait pas voyagé. Il n'aurait pas voyagé parce que cela ne fait pas bonne presse. Mais nous posons deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que cela ne dépend pas de Paul Biya que de voyager à la veille du lancement de la campagne électorale. Et la deuxième hypothèse, c'est que c'est une stratégie, ce serait une stratégie du candidat Paul Biya, candidat RDPC, de se rendre absent pendant la campagne électorale à la présidentielle. Essayons donc d'analyser ces deux hypothèses. La première qui indique que cela ne dépendrait pas absolument du chef de l'État sortant, candidat à sa propre succession, pour un 8e mandat, pour atteindre 50 ans à la tête de l'État du Cameroun. Pourquoi? Alors, si les questions liées à sa santé sont pressantes, il ne va quand même pas prendre le risque de dégrader sa santé à la veille de l'élection. Parce qu'il faut que, dans le cas où il serait réélu, qu'il puisse prêter serment dans une forme acceptable. Donc, si c'est le fait de sa santé, il serait donc obligé, il aura été donc obligé de se déplacer afin d'aller suivre, comme il en a l'habitude, des soins médicaux appropriés. Ce qui est humain, ce qui est normal. C'est un humain, il peut tomber malade, et c'est un homme d'un certain âge. Mais cette hypothèse, nous voulons la balayer très rapidement parce qu'elle ne nous permet pas d'entrer en profondeur dans la thématique de ce soir. Nous voulons nous arrêter à l'hypothèse que Paul Biya a mis sur pied une stratégie en décidant lui-même de s'éloigner du Cameroun à la veille du lancement de la campagne électorale. Et même pour une bonne période de cette campagne, il pourrait arriver vers la fin de la campagne ou ne même pas arriver du tout. On pourrait même vivre un scénario d'absence du candidat Paul Biya le 12 octobre, c'est-à-dire le jour de l'élection présidentielle. Alors là est le charme de notre thématique. J'ai pensé personnellement que le candidat Paul Biya, qui est un candidat extraordinaire et qui a placé son mandat sous le thème grandeur et espérance, c'est le mandat des grandes espérances, nous a passé un message, ou veut nous passer un message. De mon point de vue, Paul Biya veut nous dire ceci. Je ne suis pas venu vous demander vos voix. Je n'ai pas mené de campagne électorale auprès de vous. Je ne vous ai pas demandé de me voter. Des gens sont venus vers vous. Ils parlaient de moi. Ils brandissaient mes photos et autres. Vous ne m'avez pas vu là-bas. Le moment venu, ne me demandez rien. Si vous votez, sachez que ce sont ces gens-là que vous avez voté. Ce n'est pas moi. Et j'ai voulu que ce soit clair. Entre vous et moi, il n'y aura pas de contrat de confiance. Ce n'est pas du mépris. Je ne vous méprise pas.
Mais je vous passe un message subliminal. Je suis tenu par certaines personnes qui veulent à tout prix me reconduire à la tête de l'État. Mais dans quel pays au monde avez-vous vu cet état de choses? C'est-à-dire qu'un candidat, président sortant, se montre totalement effacé de la scène politique, mais comme par enchantement, réussit à être élu. Il n'y a qu'au Cameroun, pour citer le grand ministre de l'administration territoriale Atanga Nji, le Cameroun est le seul pays au monde où même en saison sèche, la terre glisse. La terre glisse vraiment au Cameroun, même en saison sèche. Il faut dire que c'est une situation abracadabrante. C'est une situation ubuesque. J'aime souvent éviter ce que d'autres appellent les grands mots. Non, la gromologie, c'est l'éloquence d'un... Non. Le Cameroun traverse un moment particulièrement inquiétant. Tandis que on reproche à tel ou tel candidat de ne pas avoir la confiance du peuple parce qu'il aurait participé au gouvernement de Paul Biya. On reproche à tel autre d'être un pion et autres. On veut quand même nous faire croire, quand on vous reproche d'être un pion du régime, prenons des cas comme celui-là, ça veut dire qu'on dit que le régime est mauvais et que vous combinez avec le régime. Mais honnêtement, moi je préférerais remplacer un mauvais régime par son pion. Peut-être que le pion viendrait faire moins mal. Hein. Nous avons des exemples tout à côté. Le Gabon nous parle, c'est-à-dire que le président actuel a été du régime. Il a abondamment travaillé avec Bongo père, Bongo fils. Il est aujourd'hui chef d'État. Les premières nouvelles sont plutôt bonnes. Il y a une forme de rupture. Donc rien, mais alors rien, n'indique que si vous avez travaillé avec un régime qui est mauvais, que vous allez reconduire exactement la mauvaiseté de ce régime. D'ailleurs, il faut que je le dise aux Camerounais, aucun Camerounais devenu président du Cameroun ne pourra plus nous soumettre à ce que nous avons subi jusqu'à présent. Ce n'est pas possible. Quel qu'il soit, les Camerounais ne toléreront plus jamais qu'un Camerounais nous soumette à un régime aussi rigide du point de vue économique, un régime exsangue économiquement, un régime de manque de liberté, parce que ne pensez pas que la liberté c'est le fait de parler comme nous parlons, non. La liberté c'est aussi la capacité de se déplacer librement. Ben, je ne vais pas revenir sur les infrastructures routières, sur le système de transport aérien, le système de transport maritime. Non, ce n'est pas l'objet du président direct. Donc, je veux dire que, quelque mauvais qu'il soit, aucun futur président ne pourra plus jamais faire autant de peine aux Camerounais que ce que nous avons reçu. C'est exclu. C'est-à-dire que toute personne qui arriverait à la tête du Cameroun ferait obligatoirement mieux que ce qui a été fait jusqu'à présent. Parce que ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est l'abandon d'un peuple. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce candidat extraordinaire qui pourrait se retrouver à nouveau à la tête de l'État? Je pense de ce candidat extraordinaire que le message qu'il nous aura passé et auquel nous n'aurons pas réagi savamment ou avec sagesse, avec sagacité, il viendrait donc s'installer pour quelque temps. Cela permettrait à ceux qui l'ont adoubé de s'installer et de se renforcer et de préparer ainsi la succession de Paul Biya. C'est en fait l'enjeu. On se servirait donc de Paul Biya pour se préparer soi-même ou s'imposer au peuple. C'est là l'enjeu de l'élection de 2025 et c'est là la posture du candidat extraordinaire Paul Biya. C'est un candidat qui ne parle pas depuis longtemps. Il a disparu. Et quand il apparaît, on le voit avec un ambassadeur ici. Il explique à l'ambassadeur qu'il est originaire de la région
du Sud, qu'il y a les palmiers dans la région du Sud, et on applaudit. On dit, ben voilà, notre président est encore conscient, il sait que le palmier pousse dans la région du Sud. Mais c'est quand même totalement ubuesque qu'un peuple en soit arrivé à ce genre de réflexe, de féliciter des apparitions ectoplasmiques, je dirais fantomatiques, et d'être en train d'aller. Il faut poser la question à ceux qui nous prêchent le candidat Paul Biya, le candidat extraordinaire. Qui votons-nous? Ils vous répondront Paul Biya. Demandez-leur aussi simplement que possible pourquoi ne s'adresse-t-il pas aux Camerounais comme il l'a fait par le passé. On sait qu'il est beau garçon, il a été beau garçon, mais il n'est pas vaniteux. Pourquoi ne vient-il pas faire le bilan du septennat qu'il a pris? Parce que moi, je choisis bien mes mots. Il a quand même pris un septennat en 2018. Et il a dit, I do so swear. Il jurait sur quoi? Quel est le bilan des 7 dernières années? N'avons-nous pas entendu dire, quand le président Paul Biya a été élu en 2018, que c'était le dernier mandat et que c'était le mandat qui devait lui permettre de réorganiser le pays, d'orienter, de donner les grandes orientations afin d'organiser sa propre succession? Mais comme il est un homme lige, il est encore revenu en 2025 et nous entendons la même rengaine. C'est donc le dernier maintenant, c'est le mandat des grandes espérances. Non. Les Camerounais méritent quelque chose de plus sérieux que ça. Ce peuple mérite d'être respecté. Nous méritons que le président, notre président, s'adresse à nous. Nous méritons qu'il conquiert nos cœurs. Même pour ceux d'entre nous qui sont suffisamment, qui ne sont plus indécis, qui savons que nous ne voulons pas de lui, il faudrait quand même qu'il s'adresse à nous. Il y a des indécis. Il faudrait qu'il flatte leur cœur. Il y a même ses propres partisans qu'il doit rassurer. Même en amour quand même. Même si un mariage a duré 40 ans, on se rappelle quand même qu'il faut dire encore des mots gentils. Nous méritons des mots gentils venant du président Paul Biya. Mais nous ne méritons pas d'avoir comme interlocuteurs ces gens-là qui ont contribué tous les jours à fossoyer la prétendue politique de moralisation de la vie publique. Ces gens-là qui ont vidé les caisses de l'État sans vergogne, sans retenue. Ces gens-là dont l'appétit gargantuesque s'est manifesté tout au long des 30-40 dernières années, qui viennent se pavaner aujourd'hui et nous dire que nous devons voter le chef de l'État. Des quêtes qui se font partout, en centaines de millions dans les départements, en milliards dans les régions, pour accompagner un candidat dont le règne a sémé la faim, entendu comme famine. Mais cet argent-là, vous pourriez le rassembler pour aider les jeunes gens qui manquent d'emploi, pour créer de nouvelles structures. Nous n'avons même pas besoin de campagne pour que vous réussissiez, entre guillemets, à installer celui que vous voulez installer. Vous avez pris un certain nombre de précautions jusque-là. Vous avez éliminé les candidats, sinon le candidat qui était le plus gênant. Il faut se le dire, le professeur Maurice Kamto, il était vraiment gênant. Je ne dis pas qu'il aurait gagné l'élection, mais il aurait empêché suffisamment que les fraudes soient massives. Il aurait empêché que l'élection se passe de manière cavalière. Le chassement a consisté à le pourchasser partout et à le mettre hors état de nuire. Maintenant, nous sommes à la croisée des chemins. L'élection a lieu dans 2 semaines. Exactement. Mais nous ne voyons pas le candidat sortant, favori de la présente élection. Nous voyons tous les autres candidats se battre. Celui-ci à tel endroit, au nord, l'autre
à l'extrême nord, un autre encore à l'ouest, ainsi de suite. Mais nous ne voyons pas le candidat favori. À quel point on peut être aussi sûr de soi, aussi condescendant, au point de ne pas s'adresser soi-même à un peuple dont on demande les voix. Faut-il le préciser? Le président Paul Biya aurait gagné l'élection de 2018 avec à peu près 2 500 000 votants. Il faut donc dire qu'aujourd'hui, nous avons plus de 8 millions d'électeurs. Est-ce à dire que le président Paul Biya se contenterait des 2,5 millions qu'il a eu il y a 7 ans et laisserait planer comme ça 5 500 000 votants qui pourraient voter l'opposition, qui pourraient majoritairement s'allier derrière un ou deux candidats de l'opposition, criant sa défaite? N'est-ce pas une troisième voie qui se présente? C'est-à-dire que le président Paul Biya voudrait être battu à cette élection. Il souhaite être battu et rester là où il est allé, c'est-à-dire ne pas revenir. Vous gagnez votre élection, vous installez le nouveau président au pouvoir, vous faites ce que vous avez à faire de ceux qui ont organisé la candidature de Paul Biya, et bien lui il reste là-bas, et il ne revient pas. Ça pourrait être la troisième voie. On n'aurait donc pas besoin de beaucoup de bousculades, parce que le président ne serait pas là. Mais les juristes aussi savent. Un candidat est en même temps électeur. Du point de vue du droit, il faudrait qu'on clarifie la question. Et si Paul Biya n'était pas là, le jour dit, vous savez qu'il avait fait récemment près de 50 jours hors du pays. Il est réapparu et fort heureusement pour lui, ce que nous pensions être une disposition de la Constitution n'en était pas, c'est-à-dire qui limitait son séjour à l'étranger. Mais nous savons que s'il n'était pas revenu, ce n'était pas de gaieté de cœur. C'est bien parce que sa santé ne lui permettait pas de revenir quand il aurait souhaité le faire. Et si le même scénario venait à se reproduire, c'est-à-dire que s'il était incapable de revenir dans les délais, lesquels délais? Les délais impartis pour l'élection présidentielle. Nous vivrions donc un moment extraordinaire, c'est-à-dire une élection présidentielle sans le candidat sortant, qui ne voterait pas, mais qui ne serait pas non plus dans le pays, et qu'on devrait voter, ou pour lequel on devrait voter sans l'avoir vu pendant toute la campagne, mais plus encore, sans l'avoir vu le jour de l'élection. Ce serait donc quelque chose de particulièrement marquant. Un pays qui aurait élu son chef sans l'avoir jamais vu. Mais la nature sait bien faire les choses. Elle pourrait lui donner la possibilité de faire 49 autres jours hors du pays. Et s'il venait à faire donc ces 49 autres jours hors du pays, cela correspondrait peut-être aussi donc à la période de prestation de serment. Nous n'aurions donc pas notre président extraordinaire qui aurait gagné extraordinairement l'élection présidentielle, mais qui extraordinairement ne serait pas là à la prestation de serment. On devrait donc se livrer à des contorsions juridiques, essayer de voir comment manipuler les choses, essayer d'aller lui faire prêter serment à Genève, je ne sais pas, créer un environnement là-bas qui ressemblerait à l'environnement de l'Assemblée nationale, donnant l'impression que nous étions à l'Assemblée nationale. Toutes ces choses feraient donc en fin de compte que nous ayons une situation totalement ubuesque. Chef d'État absent avant la campagne électorale, absent pendant la campagne électorale, absent à l'investiture, mais ayant extraordinairement gagné l'élection présidentielle. Le Cameroun aurait donc un Oscar en la matière. Il serait donc un pays qui aurait innové
en cette matière qui aurait réussi à se donner un chef qui n'existe pas, qui ne vit plus. Non, nous pensons plus sérieusement que notre destin est entre nos mains. Chers compatriotes, chers citoyens camerounais, l'heure est grave. L'heure est si grave que vous verrez des anciens pontes du régime aller arracher des micros dans des églises, et notamment la plus importante, l'église catholique romaine de rite latin. Nous avons vu un vice-président du Sénat prendre le micro du prêtre et entonner les chants de campagne à l'intérieur d'une église. C'est le moment de l'apostasie. Allez vérifier ce que c'est pour des religieux. Le prêtre était tout timoré. Il était totalement effaré de voir que la politique venait tout prendre à Dieu. On avait tout donné désormais à César et plus rien à Dieu. Ces scènes qui se multiplient dans le pays, qui ne sont pas des scènes de campagne électorale, mais des scènes d'ensauvagement politique, doivent attirer notre attention. Nous passons un moment important au cours duquel nous devons prendre des postures responsables. Je ne suis personnellement pas en guerre contre le régime. Je ne le déteste pas parce qu'il n'en vaut pas la peine. Mais je refuse que les Camerounais continuent d'être utilisés de cette manière, que le mépris s'accentue tous les jours. Les Camerounais sont un peuple intelligent. Ils sauront de manière civilisée, de manière responsable, régler cette question. Et la régler carrément de manière définitive. Parce que cette situation ne saurait durer éternellement. Nous avons pleine conscience que le président de la République, M. Paul Biya, a servi autant qu'il a pu. Il a fait pour le Cameroun ce qu'il pouvait. Mais chaque chose a son terme. Bien évidemment. Vous ne pouvez pas continuer de susurrer cet homme. Ce n'est pas par amour pour lui. C'est par amour pour vous. C'est par amour pour la luxure à laquelle vous êtes devenus esclaves. C'est par amour pour la cupidité à laquelle vous vous livrez de manière éhontée. Mais la vérité, c'est que l'État est totalement désagrégé dans ces conditions. Parce que à la tête, la direction n'est plus claire. Et ce n'est pas les exemples qui manquent pour indiquer que la direction n'est plus claire. Beaucoup de manquements, des chevauchements, des guerres de clans, des guerres de tranchées, l'abandon des secteurs sensibles de la vie économique et sociale, et sont autant d'indicateurs qui montrent que la tête de l'État a vacillé. Et vous voulez nous faire vivre cela 7 ans encore. Non, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas vous le problème. Je préfère vous le dire. Le problème, c'est nous. C'est nous les Camerounais qui n'avons pas le courage de vous dire stop. Pas besoin d'utiliser les armes. L'arme fatale est entre nos mains, le bulletin de vote. La décision de se lever et d'aller agir. Pour le moment, jusqu'à la date, je n'ai pas fait mon propre choix. Je vais l'indiquer dans quelques jours. Mais ce qui est déjà sûr, c'est que ma posture est celle de celui qui dit « Nous avons suffisamment fait confiance à Paul Biya. S'il avait à donner quelque chose, il a fini de donner cette chose-là. Aujourd'hui, faisons confiance à quelqu'un d'autre. Quel qu'il soit, faisons confiance à quelqu'un d'autre pour le moment. Et que ceux qui veulent se cacher derrière Paul Biya viennent en surface. Mais ils auraient dû se présenter de manière claire eux-mêmes. Ils auraient dû faire un congrès
du RDPC. Congrès au cours duquel il se serait désigné un nouveau président qui aurait été dans la figure de proue du RDPC, permettant ainsi à ce nouveau président d'être le candidat du RDPC. Ils auraient donc pu mettre toutes leurs machines en œuvre pour réussir à installer à nouveau un RDPCiste à la tête de l'État. Alors, quelqu'un nous a posé la question, pourquoi ce que fait Paul Biya vous dérange ainsi? La réponse est simple. Grill Romuald. Paul Biya est mon président. Ce qu'il fait m'intéresse en premier lieu. Il n'est pas le président du Tchad, il est le président du Cameroun et je suis camerounais. Si mon président disparaît à la veille de l'élection, cela m'interpelle. Je peux comprendre que vous, cela ne vous dise rien, je ne sais pas pourquoi. Mais nous, cela nous interpelle. Et s'il fait mal, c'est à nous qu'il fait du mal. Donc, et sa vie, ses actions déterminent notre vie. Idriss Kuete, Blériot, tu étais où lorsque tout cela avait commencé? Tu étais bien là, mais tu n'as pas dénoncé. Non, soyons sérieux. Je dénonce depuis une quinzaine d'années à mon niveau. Depuis une quinzaine d'années. Quand Paul Biya est arrivé au pouvoir, c'est vrai, j'étais déjà né, mais j'étais un bébé, j'étais un enfant. Et on n'a pas commencé à dénoncer Paul Biya quand il est venu. C'est à partir des années 87, notamment 88 avec la crise économique. Et puis l'année 90 a été un tournant déterminant, malheureusement pas décisif. En 92, le peuple camerounais s'est prononcé majoritairement contre Paul Biya. Par extraordinaire, il a été maintenu au pouvoir, par extraordinaire. Depuis lors, on s'est scindé en groupe de ceux qui dénoncent et de l'autre côté, ceux qui jouissent. Les jouisseurs ont pris le dessus sur ceux qui dénonçaient, de sorte que le camp des dénonciateurs s'est effrité, il s'est amenuisé. Il n'est même pas facile, ça il faut le dire, je le disais dernièrement face à mon frère Dr Eboutou, de rester dans la dénonciation, de rester dans l'opposition en général. Parce qu'on affame tous ceux qui sont là. Mais moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne à manger. Ce n'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Je ne suis pas riche. Mais j'ai travaillé ou je travaille autrement pour gagner ma vie de manière honnête, de manière correcte. Ce n'est pas que dans les médias. Je le disais en pleine télévision. Ce n'était pas pour narguer mon boss. Mon boss connaît ma vie. Il m'a d'ailleurs dit qu'il y a quelques mois de cela, ce n'est pas ma télévision qui te donne le train de vie princier qui est le tien. Donc, je ne vais pas donner des détails, mais pour ceux qui me suivent, ils savent que je mène beaucoup d'autres activités. J'interpelle les opposants, surtout les plus jeunes, à avoir des activités sérieuses, génératrices de revenus, pour n'être pas attachés au piquet du besoin, pour n'être pas obligé d'aller se vendre. Ne pensez pas que là où vous vendez, moi on ne m'a pas appelé là-bas pour me vendre. Je ne suis pas le moins cher de tous, bien au contraire. Sauf que j'estime qu'il restera au moins un petit groupe, un petit nombre de personnes attachées aux valeurs de justice et de vérité, qui continueront de crier, même dans le désert, la voix de celui qui dit ce n'est pas là-bas que les choses doivent aller, elles doivent aller dans un autre sens. Donc, ce que fait Paul Biya, il le fait pour nous ou contre nous. La vie de Paul Biya nous intéresse tant qu'il gère l'État du Cameroun. Je crois vous avoir répondu. Donc, ces questions qui relèvent souvent des esprits qui ont été traumatisés, qui ont été habitués à l'aplaventrisme, nous amènent à répondre à d'autres types de questions. Des questions d'ordre éthique. Est-ce qu'un chef d'État peut s'autodéterminer sans associer à ses actions, à ses paroles, son peuple? Nous disons non. Une fois que vous avez décidé de servir un peuple, vous avez pris l'engagement de lui rendre compte de vos faits et gestes, de toutes vos prises de position, de toutes vos actions, de tous vos engagements, ce qui engage en même temps ce peuple.
Blériot, quel candidat penses-tu nous pouvons vraiment donner de la valeur? J'ai dit que je répondrai à cette question, je vais dire sous huitaine. Hein. Toi-même, tu as dit que Paul Biya a fabriqué ses propres opposants. Et maintenant, tu nous demandes de laisser le diable que nous connaissons pour un ange que nous ne connaissons pas. Très belle question. Non. Paul Biya, il faut le laisser parce que le temps est arrivé qu'il se repose. Tout simplement. Ce n'est pas Paul Biya que nous allons voter si nous le votons. Si le RDPC voulait qu'on vote quelqu'un, il aurait donné un candidat. Telle est ma position. Vous connaissez quel diable? Le diable que nous connaissions n'est plus là. Non. Soyons sérieux quand même. Aucun pays au monde n'élit un président dans ces conditions-là. Non, nous ne voulons pas être les premiers dans tout ce qui n'est pas bon. Pourquoi nous devons toujours nous distinguer négativement? Nous avons été un jour champions du monde de la corruption, ainsi de suite. Nous voulons aussi être le premier pays à avoir élu 8 fois un candidat âgé pour sa dernière réélection, âgé de 93 ans, pour un mandat qui devait le conduire jusqu'à 100 ans. Racontez-nous l'histoire d'un autre pays qui a atteint un tel exploit. Il y a des présidents qui sont arrivés étant vieux, oui. Mais il n'y a aucun président qui a commencé à être réélu de cette façon. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit, on voit cette affaire. Bon, il a son homologue en Guinée équatoriale, mais il est un peu plus âgé que le président équato-guinéen. Même si pour celui-là, bon, je n'ai pas à me prononcer radicalement sur les affaires de la Guinée équatoriale, mais de la même façon, j'estime que celui-là devrait également céder sa place, même au sein de son propre parti, à quelqu'un d'autre. La politique, la vie est comme une course de relais. À chaque moment de l'histoire, il y a quelqu'un qui tient le témoin. Il mène la course aussi loin, aussi vite qu'il peut. Mais à un moment donné, il doit passer le témoin à quelqu'un de plus vif, de plus énergique, pour que la personne continue la course. Ce n'est qu'en concevant la vie de cette façon-là. Mon grand-père a cédé à ma maman, parce que moi je suis enfant naturel. Ma maman m'a cédé. Je vais céder à mon fils, à mes enfants, qui vont céder au leur, ainsi de suite. J'ai dit que même si c'était à l'intérieur du RDPC, cette mutation était nécessaire. Il n'y a pas que dans l'opposition. Donc, je dis et je le répète, ce n'est pas parce que Paul Biya nous aura fabriqué ses opposants que ses opposants pourront nous faire le mal que Paul Biya nous a fait. Je l'ai dit ici. Ils seront contraints de ne pas nous faire ce mal. Mais vous pensez qui a fabriqué Oligui Nguema? C'est bien Bongo Père. Qui a fait de lui général? Ainsi de suite. Alors, ce n'est pas parce qu'il les aura fabriqués qu'ils pourront... Ils n'auront, je vous ai dit qu'aucun Camerounais n'aura plus jamais les ressources physiques, les ressources spirituelles, les ressources psychologiques, intellectuelles, machiavéliques, pour soumettre le peuple camerounais comme nous avons été soumis jusqu'à présent. C'est fini. Celui qui viendra, aussi mauvais soit-il, fera mieux. Alors, la question, tu détestes Kamto pour quelle raison? Non, soyez sérieux. Je ne déteste pas le professeur Maurice Kamto. Pour être tout à fait clair sur cette question, le professeur Maurice Kamto a eu une mauvaise communication vis-à-vis des médias ou de certains médias à un moment donné. J'ai réagi à cette communication. Et si vous observez, cette communication a changé. D'ailleurs, des cadres du MRC m'ont confié en privé qu'ils s'étaient opposés à la rédaction de cette lettre qui menaçait les journalistes, qui menaçait les médias, qui taxait certains médias de haine et de tribalisme. Personnellement, aucun homme politique, aucun citoyen camerounais ne peut me taxer de haineux et de tribaliste. Je dis, je veux pas dire comme d'autres que je frappe plus sur mes frères. Non, je n'ai pas de frères. Je n'ai pas de frères. Je frappe sur tout le monde qui agit mal. Et quand le professeur Maurice Kamto a fait cette mauvaise communication, je n'ai pas hésité. Je suis allé très loin. C'est comme j'ai frappé récemment les dignitaires.